Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J. Depuis ce funeste 7 octobre, nous assistons sur toute la planète à un véritable tsunami de haine anti-juive. Dans toutes les couches de la société médiatique, politique, idéologique, éducative et aussi dans certaines principales instances internationales de l'ONU, de la CPI, nous assistons aussi à une certaine délégitimation d'Israël qui se poursuit, à une certaine désinformation qui pénètre dans de nombreuses chaînes de télévision, à une certaine presse écrite. Nous assistons aussi, et la chose étrange, à une dérive morale d'une certaine presse chrétienne. Jacques Tarnero, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, inutile de vous présenter, un ancien chercheur au CNRS, incontournable observateur de la situation au Proche-Orient. On connaît votre travail dans l'affaire Al-Doura, dans l'engagement de la communauté, dans la désinformation et l'analyse dans certaines revues de presse. Comment aujourd'hui, Jacques Tarnero, vous analysez cette situation étrange et quelque peu inquiétante ? Inquiétante, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans votre présentation, vous avez déjà dit énormément de choses qui correspondent à la réalité. Je prends des exemples très précis. Il y a 10 jours environ, Le Monde, le journal Le Monde, présente en une 4 photos de personnes jeunes, vieilles, et c'est visage, le titre, c'est Visage du massacre. A priori, comme ça, quand vous regardez pas les sous-titres, vous dites tiens, ils ont le souci du massacre du 7 octobre. Pas du tout. Le massacre, ce serait le produit des bombardements israéliens en riposte, justement, à l'agression du Hamas. Mais ce qui veut dire, quand vous faites une lecture comparative des termes, un massacre vaut l'autre. Le massacre du 7 octobre, des femmes, des enfants, des éventrations, des mutilations, pèse d'un poids symbolique et réel égal avec les dégâts collatéraux qui sont le produit de la guerre. C'est la guerre. Mais qui a déclenché la guerre? On l'oublie. Ça, c'est Le Monde. Vous prenez la Cour pénale, le tribunal de justice internationale, c'est la même chose. Une accusation initiée par l'Afrique du Sud pour crime de génocide. Où sont les preuves? Ça a fait plouf, puisqu'il n'y a pas eu de preuves apportées ni d'un projet génocidaire, ni d'un génocide de facto. Mais le mal est fait. La tâche a été accolée à Israël. Israël serait coupable potentiel du crime de génocide. Ce qui veut dire que ce qu'ont subi les Juifs pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, voilà qu'ils en seraient l'auteur, le nouvel auteur, contre d'autres peuples, en l'occurrence le peuple palestinien. L'inénarrable Edgar Morin a redit les mêmes choses dans un colloque à Casablanca ou à Rabat, je ne sais plus, tout récemment, où il était invité pour dire comment est-il possible que le peuple juif qui a subi ce qu'il a subi de la part du nazisme fasse la même chose contre les populations palestiniennes. Ce sont des déclarations épouvantables, effroyables. Vous prenez Lula, le président brésilien qui a... L'homme corrompu. Oui, qui a qualifié Netanyahou de nouvel Hitler et qu'il faisait subir aux Palestiniens une Shoah contre des musulmans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, comment le comprendre? Je veux dire qu'il y a, dans l'opinion, peut-être un lâche soulagement de pouvoir dire à ces Juifs qui ont accablé le monde entier de leur malheur et de leur culpabilisation, regardez ce... Eh bien, vous en faites autant. Vous en faites autant. On a été des salauds. Et on a été collabos. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Le Dernier Métro, le film de Truffaut, sur la collaboration. J'avais oublié les images, ce qui se disait à la radio, c'est
inouïe, invraisemblable. Bon, on a été collabos. Eh bien, vous aussi, vous êtes des méchants. Il n'y a pas que nous à avoir été des méchants. Vous aussi, vous êtes des vilains personnages et finalement, vous valez pas mieux que nous. Donc, tout est possible à partir de ce moment-là. On lève la culpabilisation et le sens des mots, ce qui a été inventé après les procès de Nuremberg en 1945, sont détournés à d'autres fins. Le concept de crime contre l'humanité, qui est un concept juridique, a été élaboré par un chercheur qui s'appelle Raphaël Lemkin et qui a bâti ça sur des critères très précis. La volonté d'anéantir, de réduire en esclavage, au nom des origines d'un peuple. Mais là, qui a fait quoi? Où a été la volonté génocidaire? Comment vous expliquez, Jacques Tarnero, le fait que le journal Le Monde ou Libération, une certaine presse qui était de centre-gauche, disons, plus modérée, est basculée dans l'islamo-gauchisme aujourd'hui, où tous les malheurs de la Terre, c'est Israël. Et ça veut dire que ce transfert de complexe de culpabilité les libère à eux. Et cette idée de transformer la réalité, mais comment vous expliquez ce transfert, cette dérive morale du journal Le Monde? Avant Le Monde, je vais répondre sur Le Monde, je prends la cérémonie des Césars du cinéma. La semaine dernière. La semaine passée. Et il y a eu cette déclaration hallucinante. Naturellement, Gaza était invité à la cérémonie des Césars. Et c'est celui qui a eu un prix pour le court-métrage, je ne sais pas quoi, et qui a dit, à l'époque où nous avons les massacres en direct sur nos téléphones portables. Et quels étaient les massacres en direct? C'était naturellement Israël, pour les ripostes à Gaza. Alors que les massacres en direct, on le sait désormais, ont été tournés, les images qu'on montre, c'est les images tournées par le Hamas lui-même. Le 7 octobre. Et le massacre jubilatoire. Ils ont pris plaisir à tuer et assassiner. Pour répondre à votre question, que se passe-t-il? Le monde libé, bon, le monde n'est plus le même monde. Hein. Le temps de Pierre Viançon-Ponté, d'André Fontaine n'existe plus. Alors, je ne vais pas tout généraliser dans le monde. Et on a fait, dans Tribune Juive, un numéro spécial sur papier qui s'appelait « Le monde et Israël, le lynchage permanent », que vous pouvez réclamer ou reconsulter dans sa version numérique sur le site de Tribune Juive. Et on a analysé de très près. Et un monsieur qui s'appelle Laurent Hayem, qui est le directeur, animateur de Info Équitable, ce site qui scrute les médias, a fait un repérage de tous les mensonges, les glissements, les falsifications. Et c'est terrible. Vous prenez au Monde le rédacteur en chef adjoint du service étranger, Benjamin Barth. Qui est marié avec une Palestinienne. C'est pas n'importe qui, hein, directeur du service étranger, qui est marié à une militante palestinienne féroce, qui s'est félicitée de l'acte héroïque de résistance du Hamas le 7 octobre. Elle l'envoie par tweet. Mais M. Benjamin Barth co-signe le tweet, ou ça apparaît sur le tweet de sa femme, ou bien elle-même co-signe sur le tweet de son mari. Comment? Il y a un conflit d'intérêts, là. C'est pas possible de se comporter ainsi, journalistiquement. En général, les correspondants du Monde aujourd'hui, Jacques Tarnero, vous voyez quel parti pris. Bien sûr. Il y en a deux particuliers. Il y a une femme qui est Clotilde Mravko, dont tous les articles dégoulinent de haine contre Israël et d'accablement, avec un regard misérabiliste et lacrymogène sur les victimes palestiniennes. Je me souviens, il y a 2 ans, quand il y avait les affaires des lionceaux de Naplouse, la manière dont elle décrivait les choses, qui confinaient au ridicule. Elle disait d'un jeune, c'était des très jeunes terroristes, 18, 17 ans, qui avait été abattu
par un soldat israélien alors qu'ils étaient en train de tirer contre eux. Et le soldat israélien a tiré contre ce jeune homme alors que sa mère était hospitalisée. Vous vous rendez compte du grotesque? Il faudrait demander comment vont vos parents, est-ce que je peux vous tirer dessus? Ou bien, bon, tout est comme ça. Et il y a naturellement Louis Humbert, qui est envoyé spécial, et là aussi, c'est terrible. C'est terrible. Je prends un autre moment, et là, l'occasion a été ratée. Alain Finkielkraut avait invité récemment à son émission Réplique, justement, le rédacteur en chef, Benjamin Barthes, et un chercheur qui s'appelle... bref, dans la présentation des choses, il pose la question sur l'issue du conflit, parce que Le Monde a fait 5 grands papiers de 2 pages, il y a à peu près un mois et demi, sur genèse du conflit, le sionisme, la Nakba, l'intifada, enfin, histoire du Proche-Orient. Et Benjamin Barthes dit, c'est la conséquence logique de l'affrontement de 2 nationalismes, l'un contre l'autre pour une même terre. Mais il y a eu mensonge immédiat, dès le début. Le Hamas, c'est pas un mouvement nationaliste qui revendique une terre, en l'occurrence la Palestine, c'est un mouvement dont l'unique et seul objet est la destruction d'Israël et de tuer les Juifs qui y sont. C'est écrit en toutes lettres dans leur charte. Et malheureusement, ça n'avait pas été tout à fait rappelé. Comment expliquer tout ça? Il y a, dans le moment présent, vous prenez l'actualité immédiate, il y a un conflit majeur en Europe, l'agression russe contre l'Ukraine et tout récemment l'assassinat en Russie d'Alexeï Navalny. C'est un conflit majeur qui peut dégénérer en guerre mondiale. Et vous avez un autre conflit, beaucoup plus local, qui est le conflit du Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Mais lequel captive l'émotion, lequel captive les passions mondiales, c'est pas l'Ukraine, c'est le Proche-Orient. Alors tout le monde a peur de ce conflit, et en Europe en particulier, et en France encore plus en particulier, par rapport aux réactions de la rue arabe. Et les gens vont dire, Emmanuel Macron n'est pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme qui avait été initiée par la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, parce qu'il ne voulait offusquer personne. Mais on perd la tête, là. Le président républicain... Pas briser l'unité nationale. Oui, ne pas briser l'unité nationale. Alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela voudrait dire que l'antisémitisme ne serait pas une cause qui devrait mériter l'attention de tout le monde, de tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle, religieuse. On a peur de la rue arabe en France. On a peur d'émeutes comme en 2005. On a peur que lorsque, en novembre dernier, il a eu les manifestations pour le jeune Naël dans la banlieue, à Nanterre, ça dégénère en manifestation. On a peur. Mais à un moment, comment vous expliquez aussi les principales organisations internationales, la Croix-Rouge, la CPI, comment est-ce que cette Croix-Rouge, rouge de honte, et l'UNRWA, et l'ONU, tout ça, aujourd'hui, Israël met à jour leur véritable visage? Bien sûr. L'explication, je ne saurais pas vraiment dire, mais je crois qu'il faut en prendre conscience de la gravité des choses. Que le secrétaire général de l'ONU, Guterres, constate avec une pseudo-émotion que l'UNRWA ne fait pas son travail, que l'UNRWA est impliquée jusqu'au cou dans la complicité avec le Hamas, c'est terrible. Il le savait.
Il le savait, bien sûr qu'il le savait. Il ne pouvait pas ne pas le savoir. Bon, on connaît les positions de Gutiérrez, violemment antisémites, mais les masques sont tombés. C'est ça que je veux dire, Jacques Tarnier. Les masques sont tombés. Aujourd'hui, je veux dire, l'UNRWA, la Croix-Rouge, la Commission des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme est une mascarade et une farce depuis très longtemps. Très, très longtemps. C'est la Commission des droits de l'homme qui avait initié cette fameuse conférence de Durban en 2001, l'été, qui s'est transformé en forum planétaire anti-israélien et antisémite. Souvenez-vous qu'il y avait eu des tracts sur lesquels il était écrit « One Jew, one bullet », un juif, une balle. Pour une oui. Les gens oublient. Mais je veux dire qu'aujourd'hui même, des présidents de grands pays comme Lula, l'homme le plus corrompu de son pays, qui donne des leçons de morale à Israël, aujourd'hui, et la réponse, mais la réponse est arrivée au Brésil. 1 million de Brésiliens ont manifesté contre lui. La réponse est arrivée. Mais un pays comme la Colombie, vraiment, qui ne sait même pas où se trouve Israël, il y a quelque chose qui relève un peu du déni. Alors, Jacques Tarnier. Complètement du déni. Le déni du réel. Prenons la France. La culture du déni du réel a été une constante de la classe politique française. Souvenez-vous, quand il y a eu les affaires d'Ilan Halimi, de Sarah Halimi, le nombre ou bien tous les événements anti-juifs, ou bien les crimes récents commis dans la rue, avant même que avant même que l'on sache des détails sur le dernier suspect, immédiatement il est qualifié de déséquilibré. On psychiatrise les choses avant et on a appris que ce monsieur qui était déséquilibré, effectivement était déséquilibré. Mais il avait un passif islamiste évident. Sauf à conclure, il faudrait poser la question aux autres médias, que devenir islamiste relève de la psychiatrie et que relève de la maladie mentale. Est-ce que la lecture du Coran rend fou ? C'est pas à moi de répondre, ce serait aux autorités compétentes. Alors, Jacques Tarnero, on va, bien sûr qu'il y a tout ce climat anti-juif et cette obsession d'Israël dans certains médias, mais juste en un mot, la presse chrétienne, bon, laissons Télérama, témoignages chrétiens dont on est habitué à leur antisémitisme, etc., parce qu'ils font partie du club du journal Le Monde, c'est les cathos de gauche, etc. Mais un journal qui a fait un peu teshuva, qui est le journal La Croix, il est dans une hystérie aujourd'hui anti-israélienne, le journal La Croix. Et ça, cette dérive morale de la presse chrétienne, enfin de certaines presses chrétiennes, nous pose question à nous qui sommes dans les amitiés judéo-chrétiennes, ça pose une question. Or, les réactions, parce que quand vous prenez les réactions, le 7 octobre, le 9 octobre, le pape renvoie dos à dos, vous vous rappelez ce communiqué qui lui renvoie dos à dos le Hamas, etc. Silence radio, on efface le communiqué. Arrive la décision des évêques de France qui ne parlent pas ils parlent des otages, mais pas du crime terroriste, etc. Donc il y a une certaine frilosité qui s'est emparée des hautes sphères de l'Église catholique, en tout cas en France. Ne parlons pas de réforme, et Radio Notre-Dame se fait le relais de tel mépris. Et alors la question se pose pour nous aujourd'hui, Jacques Tarnier, où se poursuivent les longues tractations pour la libération des otages qui seraient assorties d'une longue trêve de reconnaissance à cause du Ramadan. Diriez-vous que l'étau diplomatique se resserre autour d'Israël ? Oui, hélas, oui. Je veux revenir sur la presse chrétienne. Une seconde. Souvenez-vous, en 1982, la guerre du Liban, le titre de témoignage chrétien qui à l'époque est piloté par Georges Montaron, les Palestiniens dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Bon, je passe. Je crois, Rafi Marciano, que vous devriez inviter le rédacteur en chef de La Croix. C'est fait. Et venir discuter avec lui. C'est fait. Ah bon. Eh bien, c'est à lui qu'il faut poser ces questions.
qu'il y ait dans la presse chrétienne toujours une recherche d'une bonne cause par rapport à laquelle il faut s'apitoyer, être dans la compassion, mais attention aux mots que l'on emploie, attention à ce qu'on dit, attention aux figures. Et les images, et les photos. Qu'on manipule. Et là, c'est à eux, c'est eux qu'il faut interpeller. Oui. Alors, les familles des otages... Alors, vous me posez, la question sur est-ce qu'il y a un piège diplomatique? Oui, il y a un piège diplomatique. Et ce qui est terrible, c'est de voir la prudence, sinon la couardise, des autres États européens par rapport à cela. Car, en une phrase, si on se pose la question pour qui se bat Israël? Israël se bat pour ses citoyens, pour libérer ses otages, soit. Mais si on n'a pas compris aujourd'hui que ceux qui menacent Israël menacent l'Occident, menacent l'Europe, menacent la culture européenne, on n'a rien compris. Accabler Israël, c'est ce tirer... Israël défend l'Europe. Mais bien sûr. Et défend la civilisation occidentale. Bien sûr. C'est ça qui est très important de rappeler. Bien sûr. Alors, on a fréquemment Biden, dont on dit beaucoup de mal. Je trouve qu'il a eu jusqu'à présent des positions... Il a fait ce qu'il a dit, il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, et je trouve que... Il a une attitude relativement correcte à l'égard du cabinet israélien. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que la confiance que fait, je pense, Bibi Netanyahou dans une victoire de Trump, je ne sais pas, moi je serais très prudent sur tout ça. Quand Trump dit, à propos de Navalny, c'est un loser, voilà, il est mort pour la liberté, mais c'est un loser. Il est mort pour la liberté, il ne le dit pas. Et le traité de loser, c'est une infamie. Cet homme-là est un irresponsable. Je ne sais pas quelle sera l'attitude d'un Trump si éventuellement il revient au pouvoir. Le fait aussi qu'il soit copain-copain avec Poutine et qu'il désire ce monde gouverné par des hommes forts, mais qui n'ont aucun principe, m'inquiète au plus haut niveau. Alors, Jacques Tarnier... Mais là où nous en sommes, en Europe, je pense qu'il faut dire et matraquer aux Européens cette phrase que vous avez dite. Israël défend la culture européenne, Israël défend l'Occident, Israël défend la liberté et la vie dans son pays, mais il défend la nôtre. Les soldats qui meurent, les jeunes héros israéliens qui ont 19 et 20 ans, ils meurent pour qui? Ils meurent aussi pour nous. Il faut le rappeler sans arrêt. Alors Jacques Tarnier, on ne vous écouterait pas dans des heures, mais juste dans la minute qui nous reste. Dites-nous, en une phrase, quelle perspective géopolitique se présente aujourd'hui à l'État d'Israël? Il faut remarquer que les pays arabes, du monde arabe, ceux qui ont fait la paix avec Israël et ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Israël, soutiennent le Hamas comme la corde soutient le pendu. Hein. Je pense qu'ils sont très contents que le Hamas... Israël fasse le sale boulot. Voilà. Donc tout n'est pas perdu du côté arabe. Mais la rue arabe, comme on dit, cette expression qu'il faudrait interroger d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire la rue arabe? La rue arabe menace les pouvoirs en place. Mais regardez le Maroc. Jacques Tarnero, vous êtes un homme... Je vais vous dire, moi, je viens d'un pays arabe. Et je peux vous dire qu'il y a une grande majorité, enfin, un très grand nombre de musulmans arabes éclairés, mais qui ne peuvent pas parler. Parce que vous, Jacques Tarnero, vous vous baladez à Jérusalem et vous dites « Netanyahou, c'est un salaud », personne ne vous fera rien du tout. Mais lui, s'il se balade, si tel musulman intellectuel se balade à Alger, il dit « il fait pas beau », il est fusillé. Donc ça veut dire mais il y a une espérance, c'est cette majorité silencieuse. Regardez, Boualem Sansal, Kamel Daoud, c'est des gens qui parlent au péril de leur vie, ces gens-là. Ils parlent au péril de leur vie. Sophia Aram. Mais bien sûr, ils sont proches de nous. Ils ont compris que le goulag islamique, c'est la mort de la culture arabe et islamique. Jacques Tarnero, merci. Merci à toi. Et à très bientôt et bonne journée. Pour vous aussi.